Oui, merci beaucoup Maline, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui n'est pas investi par les chercheurs et c'est très bien que le domaine artistique soit investi par les chercheurs. Je pense que c'est très important aujourd'hui que l'art soit aussi un domaine à travers lequel les chercheurs peuvent s'exprimer. Et je dis là qu'il y a un problème aussi d'infrastructure, j'allais dire, de structure de la recherche, de structure de l'enseignement et de la recherche. Et ce qui me fait penser à ça, c'est que tu dis pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'articles sur la danse, etc. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de recherche sur l'art, mais il n'y a pas aussi de critique sur l'art. Enfin, c'est quand même un maillon manquant dans le tissu, général tu vois, de la production culturelle ou intellectuelle que tu pointes et qui est très important. Et je pense qu'une des raisons de ton malaise, c'est aussi qu'il n'y a pas l'autre maillon. Donc, il y a une absence aussi, il y a beaucoup de discours sur l'art, mais il n'y a pas de journalisme culturel, et les journalistes, les artistes s'en plaignent. Moi, je les ai entendus plusieurs fois, qu'ils soient de la peinture, de la sculpture. Et c'est une demande qui est venue après 2011. Ce sont les artistes eux-mêmes qui se plaignent, pas qu'on ne les comprenne pas, qu'on n'écrive pas sur eux, qu'il n'y ait pas un discours critique. Et je pense que c'est une très bonne chose que la recherche aussi se mette à ça. La deuxième chose que je voulais dire, donc moi ça me rapproche beaucoup de choses qui sont dites sur la peinture, pas assez sur la musique par exemple, tu vois, et je veux rapprocher de l'histoire de la danse à l'histoire de la musique. Il se trouve, on connaît beaucoup de choses sur le cinéma, sur ces années 60 qui ont été la fin des actualités, fin de la position de Bourguiba comme ordonnateur de cette propagande filmée, et puis après de l'arrivée de la télévision. Ça c'est vrai, c'est exactement cette époque-là dont tu parles. Mais à cette époque-là, moi j'étais élève, et je peux témoigner que la danse existait aussi dans les lycées. Et qu'il y avait des professeurs de danse russes, très souvent, la plupart du temps russes, mais on sait aussi, ça se rappelle l'histoire, d'abord on sait aussi qu'il y avait des Russes blancs, des descendants, etc., qui étaient là, et des mariages mixtes, mais aussi des accords de coopération, tout simplement. Donc les femmes les femmes russes qui rentraient, elles se lançaient un peu dans la musique et dans la danse. Donc il n'y a pas seulement le modèle soviétique qui est ancien dans la politique bourguibienne, mais il y a aussi ce résultat de la vie, enfin, de l'histoire sociale, enfin, des accords de coopération. Et donc ça c'était très important. Mais il y avait la Chine aussi, parce que c'était le temps des mouvements d'ensemble. Hein, et là aussi, et je voulais ajouter une dernière chose sur Bourguiba, toujours le pater. Je pense qu'il n'a pas fait ça en fasciste, cette idée avec Salah, qu'il est allé avec Salah el-Mahdi, pas seulement, bien sûr qu'on peut le dire comme ça, et il faut le dire comme ça, mais il a mis sa propre fille, Heger. Et je pense qu'il y avait une sorte de curiosité chez Bourguiba, et on le voit, si tu vois les archives maintenant de la télé, tu vois Bourguiba commander des spectacles dans le petit théâtre que lui a fait Kakout dans le palais, et il était extrêmement curieux de ça. Je veux dire, il y avait une sorte de curiosité de père. Donc voilà, les enfants de Bourguiba, c'est aussi Heger. Voilà. Après la Révolution, moi j'ai vu qu'au début, juste après le 14 janvier, les danses, les spectacles de chorégraphie ont investi les rues. Il y a eu pas mal de manifestations, mais j'ai l'impression que ça s'efface de plus en plus de nos jours. Or, est-ce que tu as essayé de travailler après le 14 janvier, comme je sais que ça tire parfois à boulet rouge entre les chorégraphes, les danseurs, mais est-ce que tu peux essayer de nous situer tout ça? Parce que pour moi, c'est un flou total. Merci. En fait, je n'ai pas parlé mais c'est vrai que l'altercation qui a eu lieu le jour de la manifestation devant le théâtre municipal a donné lieu à un groupe, une association de danseurs qui s'appelle Danseurs Citoyens, avec Bahl et Ben Yahmed de Chouaïb, qui eux justement, parce qu'en fait, ce qu'ils me disent dans l'entretien, c'est que quand les salafistes sont arrivés, ils ont dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez danser, mais dansez à l'intérieur du théâtre. Ne dansez pas dans la rue. On n'a rien contre la danse, mais dansez caché. Et eux, ils se sont dit, c'est là où le mouvement danseurs citoyens a été créé, ils se sont dit, mais non, la rue nous appartient à nous aussi, donc on va danser dans la rue. Et c'est là où ils ont commencé les fameuses vidéos qu'on a vues, qui avaient eu un buzz total, avec Je danserai malgré tout, en fait, qui venaient
coloniser l'espace public, notamment des marchés très populaires, fripe, tout ça. Et ça a été quelque chose de très très important parce que je pense que là il s'est passé quelque chose réellement de résistant parce qu'il y a eu une véritable prise de risque. Ils venaient, il n'y avait ni musique, ni costume, ni rien du tout. Ils marchaient et tout d'un coup ils commençaient à danser. Et les gens les prenaient pour des fous. Les gens avaient peur, ils fuyaient, il y avait très peu de réactions positives en fait. Ou bien il y avait une indifférence totale. Et cette indifférence elle est très violente aussi. Et en fait on avait beaucoup parlé avec Bahri sur la question de la reconnaissance. Donc est-ce que les gens reconnaissent ce qui se passe, qu'il s'agit de la danse ici? Parce qu'ils viennent, ils font des mouvements de danse contemporaine, enfin c'est un peu bizarre. Et on avait parlé de ça, et la troisième performance, Bahri a choisi de prendre des musiciens traditionnels avec Gnedel. Et là, il a commencé à danser de la danse tunisienne. Il y a eu toute une foule, chez Ahmed Bourguiba, et les gens ont dansé. Tout le monde a commencé à danser dans la rue. Alors bien évidemment, là ça ressemble plus à une flash mob et tout. Il y a, enfin, pour moi, le caractère transgressif est beaucoup moins visible dans cette performance, même si elle est très intéressante. Mais après c'est devenu un peu à la mode, comme Fanny Rahman qui travaille aussi dans l'art de rue. Donc l'art de rue aujourd'hui est très présent en Tunisie, notamment à travers la marionnette, enfin, beaucoup de spectacles. Et je pense que ça continue, mais ils sont aussi très dépendants des ONG et des financements étrangers. Merci beaucoup Myriam pour cette présentation, vraiment c'était très intéressant. Et surtout pas surtout, mais entre autres sur la question de la rumeur. Alors moi ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ma propre position en tant que jeune chercheur par rapport à du coup ce phénomène de la rumeur. Et je me demandais comment t'en étais arrivé un peu à cette idée-là que tu as présentée. Est-ce qu'il y a des articles qui t'ont un peu marqué? Enfin voilà, si tu peux nous en dire un peu plus sur cette question-là, parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. Merci. Pardon. Merci aussi Myriam, moi aussi j'ai trouvé ça très bien. Est-ce que tu t'es intéressé aux spectateurs et si non, pourquoi? Vous avez tellement analysé la profondeur du pouvoir exercé par l'État sur le corps des danseurs, en l'occurrence sur la société d'une manière générale, mais je pense que finalement il y avait aussi un autre art populaire qui était résistant à la marge de cet art qui était exclu, qui était officiel. Si on parle de Smaïl Hattab, Tarbej, si on parle aussi du travail d'Ahmed Khouej, l'Ornia Chabi dans les quartiers populaires, où les paroles et la danse des femmes dans les quartiers populaires veulent montrer l'ancrage de ces populations dans les quartiers périurbains qui occupaient les villes et les capitales, pour dire que c'est notre espace aussi qu'on va l'occuper par la danse. L'interdiction du monsieur, ça c'est aussi c'était quelque chose de très officiel, mais aussi l'instrumentalisation et l'usage politique aussi c'est étendu avec Hadram, avec beaucoup de marketing et beaucoup d'argent derrière. C'est aussi prolongé dans les élections présidentielles de 2014 aussi, par la fameuse PJ, ça fait danser aussi les foules. Mais aussi, il y avait un événement aussi marquant pour la résistance actuellement dernièrement à Khartoum. Il y avait deux photos de Khartoum. La première qui a fait mal au mouvement, qui était la voiture quand même poussée au fond de la mer. C'était une violence inexplicable et intolérable. Mais il y avait la photo des danseurs qui s'appellent devant le théâtre. Donc il y a deux moments, je pense que c'est le retour de l'affect, ce Gramsci-là, c'est le retour de l'art populaire, pas dans le sens folklorique, mais de l'art populaire dans le sens résistant. Donc je pense qu'il y a des éléments aussi qui peuvent construire qu'il y a deux arts populaires, un art populaire instrumentalisé par un État qui exerce un vieux pouvoir agressif, mais et un art populaire qui a pu se libérer tangiblement sur l'espace public. Ouais. Comment cette prise de distance avec cette idée de art révolutionnaire a influencé ta propre pratique artistique? La question qui s'est posée pour moi, d'abord, était une question méthodologique. C'est vraiment, est-ce que, quand on me citait les ministres, parce que bizarrement,
on dirait qu'ils étaient tous au même moment dans le bureau du ministre quand il a dit qu'il ne choue pas la gelée, je t'arrête de zone. Donc je ne savais pas quoi en faire en fait. Ce que j'avais fait d'ailleurs, c'est qu'il y avait une chorégraphe en particulier, les accusations étaient vraiment portées vers elle. Je sais que tout le monde sait qui c'est, mais je ne peux même pas la nommer. Et donc je suis allée la voir, mais je lui ai dit voilà, on dit ça. Je lui ai dit, on dit que tu étais l'amie de Leïla Ben Ali, on dit que tu vois. Et elle m'a donné une réponse vraiment très 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 intéressante. Bien sûr, tout le monde est jaloux d'elle, tout le monde est. Et je ne savais toujours pas quoi en faire, et donc je me suis posé la question de est-ce que l'anonymat, c'est une forme d'autocensure. Et c'est vrai parce que j'ai peur parfois, j'ai peur d'être accusée de diffamation, de citer le nom d'un ministre qui n'aurait pas dit ça ou ça. Donc je ne savais pas quoi en faire. Et c'est vraiment avec Annabelle Boissier, parce qu'elle aussi elle a été face à ça, mais avant la Révolution, parce qu'elle a fait ses entretiens avant la Révolution. Et donc ça donnait une autre variable très très intéressante. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que c'était souvent les femmes qui étaient objets de rumeurs. Et notamment sur le rapport, Chine aurait couché avec l'attaché culturel français, l'autre, c'est vraiment toujours les femmes et les hommes danseurs homosexuels, les artistes homosexuels, qui sont l'objet de la rumeur. Et ça nous a beaucoup interrogé sur notre dimension éthique en tant que chercheurs. Est-ce qu'on est des justiciers? C'est-à-dire qu'il y a vraiment la question de la justice transitionnelle quelque part qui se joue ici et qui prouve une vraie douleur. Et j'ai une longue bibliographie que je pourrais t'envoyer sur ces questions-là. Pour le spectateur, c'est quelque chose qui s'est beaucoup posé, mais quand je travaillais sur la question de la danse contemporaine en Tunisie, qu'est-ce que c'est que d'être artiste contemporain dans le monde arabe? Et je voulais comprendre en fait s'il y avait... si voir un spectacle de danse contemporaine en Tunisie est un entre-soi élitiste, ou s'il y avait quelque chose qui pouvait se passer lors de la transgression, de la résistance et tout ça. Et donc j'ai interrogé certains, mais vraiment très très peu, j'ai commencé à interroger certains spectateurs, et c'est là que, c'est dans plein moment, on était en 2012-2013, la question de la tunisianité, par exemple, était très très présente dans les discours médiatiques. Et donc, effectivement, on me disait, mais moi je veux voir un spectacle contemporain, mais j'aime bien quand il y a un peu de musique tunisienne, mais j'aime bien quand je reconnais des mouvements tunisiens. Et donc c'était vraiment cette question de la tunisianité qui importait plus les spectateurs de reconnaître quelque chose qu'ils pouvaient lui-même comprendre, que de voir un spectacle de danse contemporaine qui était, après tout, une pratique exogène. Donc c'est cette dimension-là. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, et vraiment c'est le point de vue que je défends sur les danses populaires. Et d'ailleurs j'ai beaucoup de problèmes avec les gens de la troupe nationale, parce que quand je leur dis que ce qu'ils présentent, c'est une tradition inventée, c'est des demi-points, des cours de bras, c'est une réactualisation des danses populaires, effectivement ça les agresse quand ils m'entendent dire ça, parce que pour eux c'est ça la tradition. Ils ont fait que tahdib. Mais sinon, c'est ça la tradition. Et donc, personne ne sait où est la vraie tradition, de toute façon, ça ne m'intéresse pas de le savoir. Mais effectivement, la diversité des danses tunisiennes, la singularité de ces danses dans chaque village, les musiques qui changent et tout, on ne les retrouve pratiquement plus dans le ballet, c'est un ballet. Et donc, il y a une forme d'homogénéisation qui a en même temps permis de conserver les danses tunisiennes. Parce que grâce à elles, le public tunisien a connu ces danses à travers la télé. Et donc, ça a permis de conserver les danses tunisiennes, mais ça les a complètement transformées. Donc, il y a ce double mouvement qui est à prendre en compte. Et enfin, pour ma propre pratique, je suis devenue très vigilante. Et en fait, depuis, je ne suis que interprète. Et j'étais pratiquement bloquée dans ma propre création. Et j'ai très peur de moi-même mener un spectacle de tomber. Parce que, voilà, on est séduit par ces sujets-là, tout de suite de parler de la question de l'homosexualité, du terrorisme. Et donc, pour l'instant, c'est vraiment une prise de distance pour moi, et plus de réflexion que de pratique artistique. J'aimerais faire le lien avec une discussion que nous avons eue hier, puisque hier, nous avons évoqué la question d'une violence dans l'enquête qui est en quelque sorte
la violence exercée par le chercheur lui-même sur son enquêté, son rapport de force ou de domination, son rapport intrusif aussi de l'enquête, et puis le fait de débarquer armé de ses diplômes, armé de son visa, de sa nationalité, etc. Et là, tu nous montres bien la violence réciproque, finalement, la violence subie, qui est aussi une question qu'avaient notamment développée Katarina et Sarah hier, c'est-à-dire le fait qu'on se retrouve soi-même fragilisé et en situation d'être instrumentalisé, peut-être d'une manière tout à fait légitime, par les gens qu'on interroge. Et là, tu montres aussi sur un second plan comment il y a une forme finalement de violence subie dans le travail même du chercheur. Et je crois que ça c'est tout à fait important, puisque nous sommes entre nous pour réfléchir sur notre métier de chercheur en sciences sociales. Tu nous montres comment ton propre travail de recherche historique finalement sur l'histoire de la danse en Tunisie t'a amené à te détacher d'une adhésion que tu partageais à l'idée de la danse comme résistance, et donc à opérer une forme de dissociation en toi, et t'amène à te retrouver dans une situation de solitude et de détachement, donc par rapport au débat public et par rapport à un courant artistique pour qui le cliché de l'art comme résistance, de la création comme résistance, est une évidence. Et donc, c'est une situation qu'en tant que chercheur, nous avons tous éprouvé. On se retrouve dans une situation de solitude et même de, comment dire, plus que d'isolement, on se retrouve en porte-à-faux par rapport à nos proches, par rapport au débat public. On se retrouve finalement impopulaire. C'est-à-dire que notre travail nous rend impopulaire, nous amène à une forme d'impopularité. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu nous proposes une troisième étape finalement, qui est l'art comme, pas l'art, le travail de recherche comme suture. Tu nous amènes finalement à voir que notre travail, et je crois que c'est quelque chose de très juste et de très vrai, le travail de raccord que nous opérons, nous travaillons à une sorte d'étape ultérieure, ultime, un travail, tu dis, de cicatrisation, mais la cicatrisation, ben, voilà, ça fait mal aussi. Et donc merci pour cette proposition, Mariam, ou cette métaphore. Alors, quant à la question de la rumeur, si je peux ajouter un mot, moi c'est une question sur laquelle je n'ai pas travaillé, mais je dois dire que j'éprouve aussi une forme de malaise par rapport à cette proposition. Je ne suis pas sûre d'être en phase avec cette entrée par la question de la rumeur ou du commérage, parce qu'il me semble que ça rejoint aussi ce qu'on ressent dans l'enquête, c'est-à-dire qu'on est face à une lecture par l'enquêté, une lecture des conflits sociaux, des tensions. Il y a aussi des rumeurs sur le patron, il y a aussi dans la dénonciation par exemple d'un harcèlement sexuel par, je ne sais pas moi, un syndicaliste ou par un patron, il y a aussi un effet possible de rumeur et de commérage. Pourquoi l'appeler rumeur dès lors que ça concerne l'homosexualité d'un collègue, danseur, et pas l'appeler rumeur dès lors qu'il s'agit d'un syndicaliste à qui on demande de l'aide ou... Est-ce qu'il n'y a pas un jugement de valeur dans le fait de parler d'emblée de rumeur ou de commérage? Voilà, c'est juste une question que je pose, mais je n'ai pas plus réfléchi sur cette question. Je pense que le chercheur est très souvent, en fin de compte, pris au piège, je dirais, des conflits des acteurs quand il est sur terrain. Très, très, très souvent. Enfin, les gens se déchirent et lui, il est confronté à leur déchirement et il le vit au travers exactement de versions différentes d'une situation, d'une réalité. Alors moi aussi, je serais très très réservé sur l'usage du mot rumeur. C'est-à-dire qu'on est en fin de compte face à des définitions différentes de situation, comme diraient les méthodologues, on est face à des versions différentes, même de la vérité historique, et on est très souvent, je veux dire, sollicité, il y a une sorte d'injonction, en quelque sorte, que nous font les acteurs pour rétablir une certaine vérité, alors que nous n'avons aucune, je dirais, aucune capacité de le faire. Mais le fait d'être pris au piège de
des conflits sociaux est une situation très très commune dans le cas. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque concerne un tout petit détail de ton exposé, qui est cette notion de tahvib. Moi, à ta place, je lui consacrerais, je dirais, un pan entier de mon travail. Enfin, moi qui adore travailler sur les catégories des acteurs, je trouve que là, nous sommes face à une catégorie centrale dans le discours politique de l'époque. Pourquoi? Parce que le mot tahvib n'a pas concerné uniquement la danse, il a concerné aussi les chansons. Une bonne partie du répertoire traditionnel a fait l'objet de cette violence terrible. Tahvib, et puis parce que même sur le plan théorique, cette notion de tahvib renvoie à l'idée de policer quelque chose, de la lisser. On est vraiment dans du Foucault presque absolu, d'accord, par rapport à ça. Et je rappelle juste un dernier détail, que par exemple, l'un des pans qui ont été touchés par cette pratique du tahvib, c'est en particulier le patrimoine, par exemple, judéo-tunisien de la chanson. C'est pas un hasard. C'est-à-dire que vraiment, il faut, moi je pense qu'il faut revenir à ce détail et le creuser de manière beaucoup plus importante. Moi je voulais juste revenir à effectivement à cette notion de tahvib, mais je pense qu'elle est assez puissante, je pense, pour analyser. Pourquoi je dis ça? Pas du tout, moi je ne parlais pas du tout en termes de violence, franchement. Je parlais parce que j'ai une autre temporalité dans la tête. Et parce que le temps, c'est aussi du travail sur les choses, quoi, je veux dire. Donc parler de violence aussi, c'est peut-être une injonction du présent contre laquelle il faut se défendre, surtout quand on est dans la danse. Mais moi je pense que tahvib, ça fait partie du projet pédagogique de l'État bourguibien. Et donc que ça soit rentré dans le projet pédagogique de l'État bourguibien, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on voit un volet, encore une fois, du Deus ex machina bourguibien qui fait rentrer les beaux-arts dans cette pédagogie. Alors je ne dirais pas que c'est doux et que c'est formidable, mais c'est quand même une conception aussi pédagogique. Des années 60 et 70, il ne faut pas oublier que nous sommes aussi en plein panafricanisme et tout. Donc tout ce travail-là qui se fait sur les cultures anciennes, populaires, qui viennent du tréfonds, etc. Donc c'est ça, c'est les années 60, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'Al-Hadra. Al-Hadra, c'est quand même une jonction entre la musique et la danse. C'est quand même un autre projet. Je veux pas rentrer, et tu as parlé de capitalisme et tout, le problème de l'argent, enfin la question de l'argent aujourd'hui, du marché dans les années 60, ce n'est pas du tout la même chose que dans les années 90 quand est sorti Al-Hadra, et ce n'est absolument pas la même chose qu'en 2011. Donc moi je pense que c'est très important de mettre cette notion de tahvib aussi dans tous ces facteurs-là et de tous ces prismes qui expliquent un peu comment le contenu, en fait. Salah El-Mahdi, effectivement, il a interdit Habouba, tu vois, ça c'est clair. Et je vais vraiment essayer de réfléchir à cette question de la rumeur comme norme et comment la définir avant tout, parce que c'est vrai que c'est parti de ce questionnement, qu'est-ce que j'en fais? Je suis face à ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je dois citer? Enfin, c'est parti vraiment d'un questionnement méthodologique, mais peut-être qu'il faut passer à un questionnement théorique aussi pour comprendre la valeur de la rumeur dans un entretien. Et ce que vous avez dit, ça va me permettre d'approfondir encore plus cette question.